tribunal de grande instance de Matete a pris en délibéré mercredi 28 mars l'affaire opposant Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS Limité, à Tarsis Loseke, président délégué de l'UDPS Tchibala, au sujet de la paternité de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La plainte a été signée par Tarsis Loseke, président délégué de l'UDPS, menée par le camp Bruno Tchibala, l'actuel premier ministre de la RDC. Ce dernier décide de poursuivre Jean-Marc Kabound, qu'il estime de ne pas avoir qualité de convoquer le congrès de ce parti. En clair, cette affaire consiste pour la justice congolaise à départager l'UDPS Tshisekedi et l'UDPS Tchibala au sujet de la paternité de cette formation politique. Tarsis Loseke attaque en faux la décision signée par le secrétaire général de l'UDPS convoquant le congrès de ces partis. En effet, Peter Kazadi, l'avocat de la défense, a soutenu que Tarsis Loseke détiendrait la nationalité belge concurremment avec la nationalité congolaise qui, vu la constitution du 18 février 2006, est une et exclusive. Rien qu'à ce titre, explique-t-il, il n'a ni qualité ni compétence de s'ingérer dans les affaires de l'UDPS. Dans l'entretemps, Tarsis Loseke a été élevé au rang de président délégué de l'UDPS au terme d'un congrès convoqué par l'autorité morale et le premier ministre Bruno Tchibala, clôturé le 10 décembre 2017. Depuis lors, Tchibala se considère être l'héritier légitime de feu Étienne Tshisekedi et l'unique représentant légal de l'UDPS. C'est en cette qualité que le camp Tchibala a décidé de déférer devant la justice Jean-Marc Kabound, à qui il conteste la qualité de convoquer le congrès dont le go sera donné ce vendredi 30 mars. L'affaire est prise en délibéré. Le jugement est donc attendu dans un délai de 8 jours, conformément à la loi. Ouverture d'une information judiciaire à charge de Moïse Katumbi Chapwe pour usurpation présumée de nationalité par le procureur général de la République. Mauvaise nouvelle pour les soutiens de Katumbi. À quelques mois de la présidentielle, le président de la plateforme Ensemble pour le changement doit répondre de ces nouvelles incriminations, faisant suite à la série de révélations sur la double nationalité que Katumbi aurait détenue concurremment, celle congolaise, laquelle est une et exclusive. Jeune Afrique a également confirmé dans son édition du 22 mars 2018 la nationalité italienne de Moïse Katumbi. Selon ce magazine, le nom de ce dernier figure bel et bien dans le registre de l'état civil de la mairie de San Vito dei Normanni, une petite ville au sud de l'Italie, sous le nom de Moïse Katumbi Agnano, où il acquit la nationalité italienne le 3 octobre 2000 avant d'y renoncer le 13 janvier 2017. Selon la constitution italienne, Katumbi Chapwe perd sa nationalité congolaise. Et cet ennui judiciaire ne survient que quelques jours après le lancement en Afrique du Sud de la plateforme électorale Ensemble pour le changement, avec pour objectif de briguer la magistrature suprême. Les adversaires de celui-ci estiment que le contexte électoral ne met pas entre parenthèses le primat de la loi. La première personnalité congolaise politique à être confrontée au problème de la double nationalité n'est pas seulement Katumbi, car avant lui, de nombreux acteurs sur la scène politique ont fait cette mauvaise expérience. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a déclaré devant la Cour constitutionnelle que la loi électorale actuelle n'a pas opéré des changements dans le système électoral congolais. La mise en œuvre de la loi électorale actuelle a tout simplement apporté des ajustements conformément aux situations désastreuses enregistrées lors des élections de 2006 et 2011. Le président de la CENI a axé sa communication sur 2 points, à savoir l'introduction d'un seuil légal de représentativité et du cautionnement électoral à payer par nombre de sièges visés. Le seuil de représentativité, a-t-il expliqué, consiste en un pourcentage de voix expressément fixé par le législateur que toute liste doit atteindre au niveau national, provincial ou local, selon le cas, pour être admise à l'attribution de sièges au sein de la circonscription électorale. Nous avons été invités par la Cour constitutionnelle qui examine la saisine qui lui a été faite en rapport avec l'inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi électorale promulguée. À cet effet, conformément à la loi organique, nous avons été invités en tant qu'experts pour donner certains
éclairages aux juges de la haute cour, l'éclaircissement sur certaines dispositions, dont surtout la disposition en rapport avec le cautionnement électoral, mais aussi la disposition en rapport avec le seuil de représentativité tel que décliné dans la nouvelle loi électorale. Devant circonscrire le cadre de la rencontre, la Cour constitutionnelle a indiqué, avant de se prononcer sur les 3 requêtes en inconstitutionnalité, sur la conformité des applications de la loi électorale en vigueur relativement au montant du cautionnement par nombre de sièges visés et au seuil légal de représentativité ainsi qu'aux conséquences de ce seuil sur les candidats indépendants, tout en estimant important d'échanger avant tout avec la CENI en sa qualité d'expert du gouvernement. Le cap est désormais vers les élections. La date du 23 décembre 2018, c'est cette date qui est devant nous. Le 6 avril prochain, il nous revient de publier les statistiques des électeurs par entité, ce qui va nous permettre de donner les algorithmes nécessaires à la loi sur la répartition des sièges que les députés et sénateurs sont invités à examiner au cours de cette session parlementaire. Adolphe Mouzitou a pris acte de la décision du secrétaire général de mettre fin à sa fonction de secrétaire permanent adjoint du Palou. Cela est fait à travers une lettre du 25 mars 2018. Dans cette missive, transparaît surtout les soucis de ces cadres historiques de perpétuer l'œuvre. Il a fait sienne de la déclaration renouvelée d'Antoine Kizenga, selon laquelle le Palou présentera ses candidats aux prochaines élections. Adolphe Mouzitou s'engage à soutenir et à battre campagne pour le postulant à la présidentielle et candidat aux autres scrutins que le parti choisira de manière démocratique pour son intérêt et pour la nation. Il précise qu'il serait dans l'obligation de prendre ses responsabilités au cas où sa formation ne s'assumerait pas pour la magistrature. Dans un paragraphe de sa lettre, l'imitateur de l'Université populaire s'est remis à la disposition du parti au niveau de la base et du peuple pour continuer à animer, encadrer et sensibiliser les militants, les citoyens congolais et particulièrement les jeunes sur les politiques publiques. Pour lui, c'est sa contribution citoyenne visant à établir les passerelles entre les générations. La MONUSCO a encore une année de son mandat à RDC. La résolution 2409 a été votée mardi 27 mars à l'unanimité par les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon cette résolution proposée par la France, le Conseil de sécurité de l'ONU fait du soutien du processus électoral une de ses priorités après celle de la protection des civils. En matière de protection des civils, les priorités sont notamment d'assurer une protection efficace et dynamique et intégrée des civils menacés de violences physiques dans le cadre d'une approche globale en dissuadant et en empêchant tous les groupes armés et toutes les milices locales de commettre des violences contre la population. Dans ces cadres, la résolution proroge également à titre exceptionnel et sans créer de précédent ni remettre en cause les principes convenus régissant les opérations de maintien de la paix et le mandat de la brigade d'intervention de la mission chargée de neutraliser les groupes armés. Celle-ci est désormais placée sous le commandement direct du commandant de la force de la MONUSCO. Les prix du pain restent comme auparavant jusqu'à nouvel ordre, soit 200 francs congolais pour les pains baguettes et 300 francs congolais pour les pains carrés dans toute la République démocratique du Congo, décision du ministre de l'économie nationale. Ces derniers a demandé aux responsables des usines de panification de la ville de Kinshasa de lui faire parvenir leur structure des prix et de lui donner l'origine des importations de la farine de froment de suite du rapport qui lui a été transmis, ne faisant pas état d'une quelconque augmentation de la farine sur les marchés. Cette décision du gouvernement demandant aux opérateurs économiques de ces secteurs de surseoir à l'augmentation des prix du pain souffrait d'exécution sur les terrains. Certaines usines n'ont pas respecté le mot d'ordre du numéro 1 de l'économie congolaise. D'autres, par ailleurs, ont seulement fermé leurs usines. Entêtement ou bras de fer, la réponse est non, car ces opérateurs du secteur du pain évoquent la hausse du prix du carburant, les taxes non exonérées et autres arguments.
Même une frange de la population quinoise semble soutenir cette augmentation des prix du pain parce que les autres, bien sûr, les marchés ont été revus à la hausse. À titre exemplatif, un sachet de l'eau pure qui se vendait à 100 francs congolais est revu à 150 francs congolais. Connu comme la nourriture idéale du bébé, le lait maternel contient tous les nutriments nécessaires pour sa croissance. C'est ce qu'a affirmé Tampoyo Mutamba, nutritionniste à l'hôpital général de référence de Kinshasa, à l'occasion de la journée mondiale de l'allaitement maternel. Le lait maternel, il apporte d'abord tous les éléments nutritifs dont l'enfant a besoin. Il aide l'enfant à grandir normalement, aussi bien physiquement que mentalement, parce que même le cerveau croît normalement et de bonne manière quand l'enfant est allaité par sa mère. Le lait maternel lui apporte l'affection de la maman. Quand une maman a des problèmes psychologiques, vous verrez que même son bébé est agité. Pendant l'allaitement maternel, a renchéri les nutritionnistes, l'enfant est connecté à sa maman. Par le lait maternel, la maman apporte l'affection à l'enfant et lui fait accepter les premiers jours de la vie. Par ce lait maternel aussi, le bébé a l'occasion d'avoir les anticorps de toutes les maladies dont la maman a souffert. Et il n'y a pas que ça. C'est que sur le plan économique, le lait maternel ne coûte pas de l'argent. Il suffit que la maman mange correctement, boive correctement des boissons, pas de l'alcool, parce que l'alcool passe à travers le lait maternel. À ce moment-là, l'enfant risquerait de s'enivrer en tétant. C'est que la maman qui prend, ou plutôt qui allaite l'enfant, doit éviter de prendre de l'alcool. Pas des aliments trop épicés. Lorsque la maman prend des aliments trop épicés, le lait aussi contient ces épices et l'enfant risque de commencer à refuser des tétés. Non seulement le lait maternel a ce que j'ai donné comme avantage, c'est que le lait maternel, il est toujours disponible à tout moment. On n'a pas besoin de le réchauffer, soit disant que ça serait trop froid, ou de le refroidir, soit disant qu'il serait très chaud. C'est que c'est un aliment complet. Rappelons que pendant les 6 premiers mois de la naissance, le lait maternel est suffisant à lui-même. Les associations des femmes handicapées de Kinshasa, Apifea et Akoldema organisent du 27 au 29 mars 2018 la première édition de la foire pour la promotion de l'entrepreneuriat de la femme handicapée à l'Académie des Beaux-Arts. Le ministre du Genre, Famille et Enfants, qui a donné le go de ces assises, a vanté les niveaux de la participation de cette catégorie de la femme dans la mise en œuvre du plan stratégique de ces ministères. Pour les organisatrices, la femme handicapée a une mobilité réduite qui entraîne la pauvreté. Voilà pourquoi elle doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Ces femmes, venues des associations différentes, ont exposé leurs produits, chacune selon son domaine. Pour ces femmes, l'absence de l'instruction ou de la formation a poussé certaines femmes handicapées à la mendicité. Ceux qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas été formés, c'est pour ça que je ne pourrais pas les condamner. Mais si on les scolarisait, ils suivaient une certaine formation, ils ne seront plus dans la rue. À noter qu'en plus de l'exposition, les conférences débats sont aussi organisées sous le thème principal, l'entrepreneuriat, moteur de l'autonomisation de la femme handicapée. L'handicap est un état déficient qui caractérise une personne selon sa nature ou ses dispositions physiques. Dans l'opinion cependant, on a tendance à ranger les personnes handicapées et celles vivant avec handicap dans la même catégorie. Une personne vivant avec handicap, c'est prise de la manière générale. Donc, les Koulouna, ce sont des personnes handicapées. Ce sont des personnes vivant avec handicap. Mais pas handicap physique, mais handicap sociaux. Donc, si vous voulez parler plutôt des personnes vivant avec handicap, là, vous allez prendre
dans les manières générales, d'une façon générale. Arnaud Ngalamouloumé, victime d'un handicap visuel, s'assume sans complexe et précise la discrimination des personnes de sa catégorie, cas des albinos. Les albinos, ce sont des personnes handicapées parce qu'ils ont premièrement un problème de vision. Et les albinos, ils sont plus exposés à des diverses maladies. Pourquoi ils sont considérés personnes handicapées? Parce qu'eux aussi sont victimes de beaucoup de discrimination. Être handicapé n'est pas une fatalité sans secours. Arnaud Ngalamouloumé estime et conseille le courage et la volonté de s'en sortir. Il faut d'abord avoir confiance en soi. Si moi aujourd'hui, je suis accepté partout parce que je me suis valorisé. Donc si vous voulez rester à la maison, ne pas étudier, bon, tu te dis, voilà, je suis une personne handicapée, quoi faire, tout ça, on va m'injurier, on va m'insulter, on va me discriminer, tu vas rester comme ça. Donc, bats-toi, prends ton lit, marche et frappe toutes les portes, si possible, au besoin, pour qu'il y aura, non, même pas toutes les portes, mais il y aura une porte qui sera ouverte devant toi. Mois de mars, mois de la femme, à l'occasion de cette célébration, les femmes de la communauté Cité de Justice ont organisé une convention dénommée Confesse 2018, entendez, Convention des femmes sages. Cette première édition a vécu sous le thème Femmes sages, lève-toi et marche. Mamie Ange Matantoupi, la première oratrice, s'est basée sur le livre de 1 Samuel 25, 1 à 20 pour exhorter les femmes à racheter le temps, à l'exemple d'Abigaël qui s'est levée pour chercher la solution pour la survie de sa famille. Si les gens à Télémaki, si les gens à Tamolaki, si les gens à Keneki pour la solution, maman Tolingi Yozala, Abigaël n'a pas parlé. Même si on ne connaît pas Pété, Zala Abigaël n'a pas parlé. Zala Abigaël n'a pas parlé. Azalaki, moi si mon azalaki, maïe. Maïe le boy est tonda. Azalaki, moi si mon côté, abana no kene ko beta di solo. Non, a tellement qui en balamoko, a kene qui ko luka solution pour la libota na ye. Sagesse na ye, dès que tu as dit qu'on a des sikawa. Maman, est-ce que tu as dit sage? Papa, tu as dit que tu as makambo na te. Réputation na quartier ba yebi yango. Est-ce que tu as dit sage? Pour la solution, il y a suivi à l'Ibota. Tout le monde dit à Abigaël, ce qu'on a perdu le fils qu'une minute. Donc ça, la dit ça, Alima qui a tout dans la vérité. Alima qui a tout dans la vérité. Nous allons aller à Swati, d'abord il y a des collègues, la vérité, il y a des collègues. Mais puis, ma maman, tu as dit tango nyonso, pour baby sa tango dans la fertilité. Quant au pasteur Emmanuel Mangaya, hôte de la convention, lui a invité les femmes à récupérer la sagesse car elles sont appelées à bâtir leur maison, leur église et la nation. Et pour s'identifier au thème national, les femmes d'église ont loué et dansé au rythme des maracas, instrument de la femme rurale. La femme congolaise, du moins celle qui est consciente de ses qualités intellectuelles, n'entend se faire valoir que par le mérite. Tel est le cas de la présidente de la Commission nationale de football féminin, Madame Lili Chimpumpu, qui relève l'évolution féminine dans ce milieu réservé dans l'opinion qu'aux hommes. Vous savez très bien que la femme a eu du mal à avoir une place dans le sport. Ce n'est que dans les années, il n'y a pas très longtemps, moins d'une vingtaine d'années, que la femme a commencé à évoluer. Il y a eu les premières femmes aux Jeux Olympiques. C'est toujours difficile pour la femme jusqu'à présent de se faire une place dans un domaine qui est quasiment ou complètement ou totalement réservé aux hommes. Mais nous sommes en train de faire du chemin. Aujourd'hui, on retrouve des femmes un peu partout. Vous avez bien vu la représentation aux Jeux Olympiques. C'est vrai que ce n'est pas encore à la moitié, 50-50, mais c'est déjà un nombre assez considérable de 30% ou plus, la représentation de femmes aux Jeux Olympiques et ailleurs.
Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment les filles dans le sport sont en train d'évoluer. Le football féminin est en train de prendre de l'ampleur à travers le monde. C'est vrai d'ailleurs que ça traîne un peu en Afrique, mais ailleurs, ça a déjà pris de l'ampleur. Née dans la passion du sport et fille du célèbre journaliste disparu Lucien Chimpumpu Achumpumpu, dont la réputation avait traversé les continents, Lily Chimpumpu raconte sa conviction et le processus. Je suis née dans le sport, j'ai vécu, grandi dans le sport. C'est une facilité, c'est vrai. Il y a aussi cet amour que j'ai, surtout dans le football, cet amour que j'ai pour le football, qui a fait que j'ai voulu consacrer, me dévouer à relever certains défis qu'on y trouve. Donc c'est par amour, au fait, c'est par conviction que je me retrouve là aujourd'hui et que le président de la fédération m'a choisi comme présidente pour pouvoir diriger cette structure-là. Je pense qu'ils ont vu les compétences, ils ont dû se dire sûrement qu'il y a une probabilité que je puisse contribuer au développement et à la promotion de ce football-là. Donc c'est un parcours qui se justifie au fond et qui, espérons, portera de fruits. Malgré les objectifs de la parité vulgarisée, la femme africaine en général et congolaise en particulier rencontre des défis à relever. Et aujourd'hui, on est capable de faire comprendre aux hommes qu'on est aussi intelligent, pour ne pas dire intelligente, et qu'on est capable de faire certaines choses. Aujourd'hui, il y a des femmes qui vont dans l'espace, il y a des femmes qui conduisent des avions, il y a des femmes qui sont dans des ingénieurs femmes, on le trouve moi je suis dans les mines. Donc aujourd'hui, on trouve les femmes à tous les niveaux. Donc on ne peut plus aujourd'hui, il n'y a que l'Afrique qui traîne encore les pieds et qui va encore se servir de filles aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aussi la plupart de filles, elles ne font pas prévaloir leur intelligence. Elles ne sont pas prises seulement pour leurs compétences, elles sont prises parce qu'elles sont femmes. Et ce sont ces préjugés-là qui doivent tomber. On doit arriver aujourd'hui à respecter la femme pour ce qu'elle est. Parce qu'on a fait des études, c'est pas pour rien. C'est pas pour qu'on vienne nous faire de marchepied. Non. 22 650 000 $ du gouvernement congolais mis à la disposition de la CENI, rapporte le bulletin de l'ACP, cela comme financement du processus électoral. C'est le ministre des Finances, Henri Yavmoulin, qui a effectué cette opération qui rentre dans le cadre du plan de décaissement adopté conjointement par le gouvernement et la CENI. Ces ressources, précise l'ACP, sont constituées des fonds propres de la RDC et non des appuis extérieurs. Le président de la CENI s'est engagé de payer l'achat des machines à voter grâce à cette rentrée très significative. Renouvellement accordé au mandat de la MONUSCO, écrit Forum des As. Ignace Gatamavita, ambassadeur de la RDC aux Nations Unies, a déclaré au Conseil de sécurité que les priorités des Congolais ne sont pas prises en compte. Selon ces diplomates, la mission de la MONUSCO est celle de lutter contre les groupes armés pour protéger les civils et restaurer la paix et la sécurité, c'est-à-dire confier à cette MONUSCO des nouvelles missions et d'avis de l'éloigner davantage de ses objectifs essentiels. Bref, la RDC réclame que la MONUSCO ne fasse que ce que le peuple congolais attend de sa présence. Dans le même contexte, le potentiel analyse pour sa part les rapports assez troublants entre l'ONU et le gouvernement de la RDC. Pour le journal, c'est l'ONU qui prend Kinshasa à contre-pied, car dès le 1er avril 2018, avec le mandat renouvelé, la MONUSCO sera largement impliquée dans le processus électoral et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Cela aux grandes dames de Kinshasa qui espéraient la réduction avant le retrait des troupes qui devraient intervenir juste après les élections, d'après le gouvernement. Pour le potentiel, cette position des Nations Unies renvoie directement à l'épineux problème de la décrispation politique en ce qui concerne le maintien en détention de certains acteurs politiques, l'exil forcé de Moïse Katumbi, on en passe. C'est donc un message clair de l'avis du potentiel qui indique que les Nations Unies ont fait leur choix. À Kinshasa, de bien capter le message du transmis via la résolution protégeant le mandat de la MONUSCO que ne va plus se laisser faire dès ce 1er avril 2018, conclut le potentiel. Autre chose, les UDPS devant le tribunal titre l'Observateur qui écrit que Bruno Tshibala veut se servir de la dépouille de Tshisekedi. L'aile de l'UDPS dirigée par Tshibala accuse la branche menée par Félix Tshisekedi, signale l'Observateur, qui cite la plainte du président délégué Tarsis Loseke, qui prétend que Jean-Marc Kabound n'a pas le pouvoir de convoquer un congrès. Il aurait fallu le convoquer 30 jours après le décès du leader Maximo, comme le stipule le règlement du parti. Plus, la succession de Tshisekedi, de l'avis de l'UDPS Tshibala,
a déjà été réglé lors du congrès organisé en décembre 2017 par l'Oseke et Tibala. La polémique enfle à ce niveau, développe l'observateur qui reprend le point de vue de Peter Kazadi, conseiller juridique de l'UDPS Limité, qui dénonce que l'Oseke et ses pairs sont dans une logique de destruction du parti UDPS tel que le firent Feu Frédéric Kibasa-Maliba et autres Bouakiem. Sauf l'UDPS est devenu depuis une propriété privée du leader Maximo. Encore une chose, Moïse Katumbi va rentrer déposer sa candidature. Telle est la parole de Deli Sesanga que publie l'APA. C'est la substance d'une interview accordée à RFI par le président du parti Envol, qui a ramassé tous les sujets critiques de l'heure. L'adoption de la machine à voter encore controversée, l'autofinancement des élections par le gouvernement qui pourrait motiver l'exclusion de tout regard extérieur, la candidature de Moïse Katumbi qui ne peut être évitée, la récupération politique de la nationalité de Katumbi. En somme, Deli Sesanga s'est défendu et a défendu les intérêts de l'opposition face à ses adversaires. Conclusion, il n'y a plus qu'à attendre. Terminons cette revue avec la FEC qui n'a pas attendu longtemps pour réagir aux accusations des miniers qui ont claqué la porte, informe l'hebdomadaire Business et Finance, pour qui, si la FEC reconnaît à ces entreprises le droit de démissionner de la fédération, elle conteste en revanche fortement les raisons évoquées pour justifier leur décision qui n'a été motivée selon la FEC que par le dépit que le Parlement et le gouvernement n'ont pas suivi leurs propositions. Ainsi, la FEC n'a jamais été et n'a pas vocation à devenir la tête de pont des intérêts particuliers de tel ou tel, quand ceux-ci ne lui semblent pas conformes au bien commun et à l'intérêt supérieur de la nation. Seulement, il est évident que la position du président de la FEC, à la fois juge et partie dans le dossier des mines, a été déterminante dans les causes de cette crise à la FEC. C'est un dossier à suivre. Merci, au revoir.